Il était une fois une vieille dame nommée Madame Élodie, qui vivait dans un petit village perché au sommet d'une montagne en France. La simplicité de la vie à la campagne la réjouissait, mais malgré sa tranquillité, elle portait un lourd fardeau dans son cœur. Madame Élodie était héritière d'une grande fortune, laissée par ses parents. La richesse, au lieu de représenter le confort, devenait une chaîne qui la retenait et la séparait des personnes autour d'elle. Depuis sa jeunesse, Élodie avait appris que la valeur de la vie ne se trouvait pas dans les possessions matérielles, mais dans les relations humaines construites à partir de la générosité et de la compassion. Le vent murmurait entre les sorts, arbres qui entouraient sa petite maison de pierre, comme s'il racontait des secrets anciens que seule elle pouvait comprendre. Les murs de la résidence gardaient les souvenirs des générations, des photographies jaunies par le temps et des objets portant des histoires silencieuses d'un passé lointain. C'était dans ce décor, entre la beauté rustique de la nature et le poids des souvenirs, qu'Élodie affrontait son plus grand défi. Que faire avec une fortune qui semblait plus une malédiction qu'une bénédiction? Les nuits froides d'hiver, assise près de la cheminée qui crépitait doucement, elle observait le feu consommer le bois, le transformant en cendres. C'était comme si ces flammes reflétaient le conflit dans son âme, la nécessité de transformer quelque chose de solide et tangible en quelque chose d'éthéré, capable de réchauffer et d'illuminer. Ses doigts ridés, marqués par le travail de décennies, caressaient un vieux album de photographies où ses parents souriaient, inconscients du poids que leur héritage représenterait pour leur fille unique, décidée à ne pas laisser l'héritage devenir un fardeau. Madame Élodie commença à distribuer une partie de sa fortune en petites sommes aux habitants du village. Elle aidait les malades, nourrissait les affamés et construisait un petit centre communautaire, un espace où les villageois pouvaient se réunir, apprendre et partager des expériences vitales. Sa bonté ne changeait pas seulement la vie des bénéficiaires, mais apportait aussi un nouvel élan au village, qui commençait à prospérer collectivement. Malgré cela, une voix intérieure la tourmentait. À chaque acte de générosité, Élodie sentait qu'il y avait encore un poids dans son âme, une ombre qui l'empêchait de se sentir totalement libre et en paix. Avec des pas lents mais déterminés, elle marchait dans les rues étroites du village, observant les transformations que ses actions avaient provoquées. Le boulanger, qui avant peinait à maintenir son commerce, fournissait maintenant du pain frais à toutes les familles grâce au nouveau four qu'Élodie avait financé. La petite école, autrefois avec un toit qui fuyait et des bancs cassés, abritait maintenant des enfants souriants qui apprenaient dans un environnement digne. Le visage de chaque enfant illuminé par la connaissance était comme un rayon de soleil réchauffant le cœur de la vieille dame. Cependant, à mesure que la nuit tombait et qu'elle retournait à sa maison solitaire, le fantôme de l'inquiétude la poursuivait. Assise dans son fauteuil à bascule, avec seulement le tic-tac de l'horloge ancienne pour lui tenir compagnie, Élodie se demandait si ses actions étaient suffisantes, si elle avait trouvé le véritable but de la fortune qu'elle possédait encore. C'était comme si chaque pièce gardée dans son coffre avait sa propre voix, chuchotant des accusations sur son incapacité à se libérer complètement de l'attachement matériel. La lune croissante projetait des ombres fantomatiques à travers la fenêtre, des dessins mystérieux qui semblaient raconter des histoires de mondes lointains, où la valeur des choses n'était pas mesurée par des pièces, mais par des sourires et des larmes. Élodie soupirait, sentant le poids des années sur ses épaules voûtées et le poids encore plus grand des décisions qu'elle devait prendre. Ses yeux, déjà embués par l'âge, pouvaient encore voir au-delà des apparences, cherchant la vérité cachée sous des couches de conventions sociales et d'attentes d'autrui. Une nuit, une violente tempête s'abattit sur le village, provoquant un glissement de terrain qui menaçait de tout détruire. Pendant la calamité, les habitants unirent leurs efforts, et Madame Élodie se distingua, utilisant ses ressources et son courage pour aider les nécessiteux. À la fin de la tempête, le village avait subi des dommages significatifs, mais avait également renforcé les liens communautaires entre les habitants. Cependant, la vieille dame continuait de ressentir un profond vide à l'intérieur, une inquiétude qui la faisait questionner la véritable valeur de l'héritage qui lui restait. Les gouttes de pluie frappèrent les fenêtres avec fureur, comme si elles voulaient entrer de force et emporter tout ce qu'elles trouvaient sur leur passage. Le ciel, autrefois étoilé, s'était
transformée en une masse sombre et menaçante, déchirée seulement par les éclairs qui illuminaient momentanément le paysage désolé. Les tonnerres faisaient trembler la terre, comme si des géants invisibles marchaient sur la montagne. Élodie, réveillée par le bruit assourdissant, se leva avec difficulté. Ses os protestaient contre le mouvement soudain, lui rappelant la fragilité de son corps vieillissant. Elle enfila son manteau le plus épais et, ignorant la peur qui lui suggérait de rester à la maison, sortit pour aider ses voisins. La pluie, impitoyable, détrempa immédiatement ses vêtements, les collant à son corps maigre comme une seconde peau. Ses cheveux blancs, généralement attachés en un chignon élégant, tombaient maintenant en mèches mouillées sur son visage ridé. Le Sensei, paysage qu'elle trouva, était désolé. Des maisons partiellement détruites, des arbres centenaires arrachés par la racine, des animaux effrayés courant sans direction. Mais ce qui l'impressionna le plus fut de voir comment, au milieu du chaos, des personnes simples se transformaient en héros anonymes. Le forgeron portait des enfants sur ses épaules, les menant vers des endroits plus élevés. La couturière ouvrait sa petite maison pour abriter des familles qui avaient tout perdu. Le jeune berger risquait sa vie pour sauver des personnes âgées piégées dans les décombres. Avec la détermination qui avait toujours été sa marque de fabrique, Élodie transforma sa résidence en un refuge improvisé. Ses portes furent ouvertes pour accueillir les sans-abri, ses placards vidés pour nourrir les affamés, ses coffres ouverts pour financer la reconstruction immédiate de ponts et de routes essentielles. Pendant des jours, elle travailla sans relâche, ignorant la douleur dans ses articulations, animée seulement par la force intérieure qui la poussait à faire ce qui était juste. Quand enfin les eaux se retirèrent et que le soleil revint à briller timidement entre les nuages qui se dispersaient, Élodie observa le résultat des efforts collectifs. Le village était endommagé, mais pas détruit. Les gens étaient blessés, mais pas vaincus. Il y avait une nouvelle force circulant parmi les habitants, un sens de l'union qui transcendait les différences sociales et les anciennes rivalités. Paradoxalement, la destruction avait construit quelque chose de précieux et d'intangible. C'est à ce moment-là, voyant la communauté reconstruire de ses propres mains ce que la nature avait détruit, qu'Élodie ressentit plus intensément le vide dans son cœur. Pourquoi, même après avoir donné tant, sentait-elle encore que quelque chose était incomplet? Pourquoi la satisfaction d'aider, bien que réelle, semblait-elle éphémère, comme la brume du matin qui se dissipe avec les premiers rayons du soleil? Il y avait quelque chose au-delà de la générosité matérielle qu'elle devait découvrir, une vérité fondamentale qui échappait à sa compréhension. Dans un moment de réflexion, Élodie fit un rêve révélateur avec un vieux sage. Lui, d'une voix sage et sereine, révéla que la véritable richesse ne se mesure pas par ce que nous accumulons, mais par ce que nous donnons et comment nous touchons les vies autour de nous. Le sage présenta à Élodie un abîme profond, représentant ses peurs, son avarice et son attachement aux possessions. Il suggéra que, pour se libérer de son fardeau émotionnel, elle devait jeter son héritage dans cet abîme. À son réveil, émotionnellement déchirée par l'image du rêve, Élodie se retrouva à réfléchir sur ce qui la retenait vraiment. Que signifiaient les pièces et les biens matériels s'ils n'étaient pas utilisés pour faire le bien et illuminer la vie des autres? Cette nuit-là, épuisée après des jours de travail intense, Élodie s'endormit dans son fauteuil à bascule, enveloppée dans une simple couverture en laine. Son sommeil, généralement léger et interrompu, fut étonnamment profond. C'est alors que le rêve vint, vif comme la réalité, plus réel que beaucoup de ses souvenirs. Elle se vit marchant dans une ancienne forêt, où des arbres millénaires s'élevaient comme les piliers d'un temple naturel. La lumière filtrait entre les feuilles, créant des motifs dorés sur le sol couvert de mousse. L'air était pur et doux, parfumé avec les essences de fleurs sauvages qu'elle ne pouvait nommer. Une paix indescriptible remplissait cet endroit, comme si le temps s'écoulait différemment, plus lentement et consciemment. Dans une clairière circulaire, assis sur une pierre plate couverte de lichen argenté, se trouvait un homme âgé. Sa barbe blanche atteignait sa ceinture. Ses yeux étaient d'un bleu si profond qu'ils semblaient contenir des océans entiers. Il portait des vêtements simples, en tissu rustique, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui émanait une dignité réelle. Lorsqu'il sourit à Élodie, elle sentit comme si elle était reconnue dans son essence la plus profonde, comme si cet étranger connaissait chaque pensée qu'elle avait eue, chaque larme qu'elle avait versée. « Approche-toi, fille du temps », dit-il,
d'une voix qui était simultanément un murmure et un tonnerre. « Tu portes un poids qui ne t'appartient pas. » Élodie s'assit à côté du sage, ressentant une familiarité inexplicable, comme si elle retrouvait un ami d'enfance après des décennies de séparation. « Qui es-tu » demanda-t-elle, surprise par le courage dans sa propre voix. « Je suis celui qui garde les secrets des montagnes. Je suis le gardien des histoires, non racontées. Je suis l'écho des rêves oubliés, » répondit-il de manière énigmatique. « Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu recherches, Élodie. » Il leva une main ridée et pointa au-delà de la clairière. La forêt s'ouvrit, révélant un abîme si profond que son obscurité semblait engloutir toute la lumière environnante. C'était un vide vertigineux, un portail vers l'inconnu. « Là-bas, dit le sage, se trouve ce que tu crains le plus et ce que tu désires le plus. Là-bas se trouve ta prison et ta liberté. » Élodie sentit un frisson parcourir son échine. L'abîme l'attirait et la repoussait simultanément. C'était comme si elle pouvait entendre des voix venant de sa profondeur, des échos de ses propres doutes et désirs. La véritable richesse, continua le sage, ne réside pas dans ce que tu gardes dans des coffres verrouillés à 7 clés. Elle ne se trouve pas dans les pièces que tu comptes la nuit, ni dans les titres que tu accumules. La véritable richesse réside dans les ponts que tu construis entre des cœurs solitaires, dans les larmes que tu sèches de tes mains généreuses, dans les sourires que tu plantes sur des visages désespérés. Il prit une poignée de terre et la laissa glisser entre ses doigts, comme un sablier naturel marquant le passage du temps. Ton héritage deviendra ta libération, seulement lorsque tu comprendras qu'il ne t'appartient pas. L'or n'est que de la terre qui brille. Les bijoux ne sont que des pierres qui reflètent la lumière. L'argent n'est que du papier avec des promesses imprimées. Rien de tout cela n'a de valeur réelle, sauf s'il est transformé en quelque chose qui transcende la matière. D'un mouvement fluide, le sage se leva et conduisit Élodie jusqu'au bord de l'abîme. En bas, l'obscurité semblait vivante, pulsant comme un cœur colossal. « Jette tout » et murmura-t-il à son oreille. « Jette tout ce que tu penses posséder, mais qui en réalité te possède. Et alors, seulement alors, tu verras le miracle. » Élodie sentit des larmes chaudes couler sur son visage ridé. Il y avait une vérité, douloureuse dans les paroles du sage, une vérité qu'elle avait toujours connue, mais qu'elle s'était refusée à affronter. Son attachement à l'héritage, même en le distribuant, était une forme de contrôle, une manière de se sentir importante et nécessaire. C'était un voile qui recouvrait sa peur fondamentale, la peur de ne pas être autre chose que ce qu'elle possédait. Avec les mains tremblantes, elle sortit de sa poche une petite clé dorée, symbole de sa richesse restante. Elle hésita un instant, sentant le poids de ce petit objet dans sa paume. Puis, d'un geste décidé, elle la lança dans l'abîme. La clé tomba en spirale, brillant comme une étoile filante inversée, jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Au moment où elle la perdit de vue, Élodie sentit comme si quelque chose se brisait en elle, non de manière douloureuse mais libératrice, comme des chaînes se rompant. Le sage sourit, ses yeux reflétant une sagesse ancestrale. « L'abîme n'est pas la fin, Élodie. C'est seulement le début. » C'est alors qu'elle se réveilla, le visage mouillé de larmes et le cœur léger comme elle ne l'avait été depuis l'enfance. Le rêve demeurait vif dans sa mémoire, non comme une fantaisie nocturne, mais comme une révélation, un appel qu'elle ne pouvait ignorer. Inspirée par le rêve, à l'aube d'un nouveau matin, Élodie prit la décision audacieuse de se débarrasser de tout son héritage. Avec l'aide affectueuse de la communauté, elle organisa une grande célébration d'adieu en convoquant les habitants du village. Au lieu de distribuer sa fortune en pièces, elle décida de tout convertir en opportunité pour aider encore plus ceux qui l'entouraient. Avec ses derniers biens, Élodie construisit une école, un hôpital et un accueil pour les personnes âgées et les enfants dans le besoin. Chaque acte généreux réalisé la faisait se sentir plus légère, comme si le poids qui l'opprimait se dissipait enfin. Le matin apporta une clarté différente, comme si le soleil lui-même brillait d'une nouvelle qualité de lumière. Élodie se leva de son fauteuil où elle avait passé la nuit et marcha jusqu'à la fenêtre. Le village s'éveillait lentement, des volutes de fumée s'élevant des cheminées, indiquant des foyers allumés pour préparer le petit déjeuner. Des enfants couraient déjà dans les rues, leur rire porté par le vent comme de petites clochettes. Sans hésitation, Élodie enfila sa plus belle robe, une tenue
simple en coton bleu qu'elle réservait pour les occasions spéciales. Elle peigna méticuleusement ses cheveux blancs et les attacha avec un peigne en bois sculpté, héritage de sa grand-mère. Il n'y avait aucune vanité dans ses gestes, seulement du respect pour l'importance du jour à venir. Sa première destination fut la maison du charpentier, un homme robuste aux mains calleuses et au cœur généreux. Michel avait perdu sa femme l'année précédente et élevait seul 5 enfants, sans jamais perdre sa dignité ou son sourire. C'est lui qui avait construit le centre communautaire, travaillant nuits et jours sans rien demander à part le matériel nécessaire. « Michel, » dit Élodie, assise à la table simple de la cuisine du charpentier, « j'ai besoin de ton aide pour organiser une célébration. Pas une fête ordinaire, mais un événement qui marquera le début d'une nouvelle ère. Pour notre village. » Les yeux de l'homme brillèrent de curiosité. « Quel type de célébration, Madame Élodie ?»« Une célébration de libération, » répondit-elle, avec une conviction qui la surprit elle-même. « Je veux rassembler tous les habitants du village pour annoncer quelque chose d'important. Et je veux que ce soit un jour de joie, non de formalité. » Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. La vieille dame excentrique, connue pour sa générosité, organisait une grande célébration sur la place centrale. Personne ne savait exactement pourquoi, mais tout le monde sentait que ce serait quelque chose de mémorable. Hommes, femmes et enfants se portèrent volontaires pour aider aux préparatifs. De longues tables furent disposées sous les arbres centenaires, décorées de fleurs sauvages et de nappes brodées à la main. Chaque famille contribuait avec ce qu'elle pouvait. Pain fraîchement cuit, fromages artisanaux, vin maison, douceurs traditionnelles. Le matin de la célébration, Élodie se réveilla avant l'aube. Elle s'assit dans son jardin et observa le ciel passer du noir profond au bleu foncé, puis au lilas et enfin au doré, tandis que le soleil se levait majestueusement derrière les montagnes. Il y avait une paix dans son cœur qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, comme si chaque battement de cœur confirmait qu'elle était sur la bonne voie. Lorsqu'elle arriva sur la place, elle la trouva transformée. Des lanternes colorées pendèrent des branches des arbres, des tables abondantes invitaient au partage, des musiciens accordèrent leurs instruments sur une petite scène improvisée. Mais ce qui la toucha le plus fut de voir les visages, des centaines d'entre eux, de tous âges, rassemblés dans la tente. Il n'y avait pas seulement les habitants du village, mais aussi des personnes des villages voisins, attirées par la nouvelle de quelque chose d'extraordinaire à venir. Avec des pas lents mais fermes, Élodie monta sur la scène. Le silence tomba sur la foule comme un manteau. La vieille dame prit une profonde inspiration, sentant l'air pur de la montagne remplir ses poumons. Puis, d'une voix claire qui atteignit même les plus éloignés, elle commença à parler. « Mes chers amis et voisins, » dit-elle, « je remercie chacun de vous pour votre présence en ce jour que je considère comme le plus important de ma longue vie. Nous sommes ici non seulement pour célébrer, mais pour transformer ce qui a été un fardeau en quelque chose qui élèvera notre communauté à des hauteurs jamais rêvées. » Elle fit une pause, laissant ses paroles être absorbées. Le vent doux faisait balancer ses cheveux blancs, lui donnant une allure presque éthérée. « Vous savez que je suis héritière d'une fortune considérable. Pendant des années, j'ai essayé d'utiliser cet argent pour faire le bien, pour soulager des souffrances, pour créer des opportunités. Mais récemment, j'ai compris que même ces actions, bien que bien intentionnées, me maintenaient prisonnière d'une illusion. L'illusion que la richesse matérielle peut être la solution aux défis les plus profonds que nous affrontons. En tant qu'êtres humains, des murmures parcoururent la foule. Certaines personnes échangeaient des regards confus, d'autres acquiesçaient, comme si elles comprenaient parfaitement ce qu'Élodie voulait dire. « Aujourd'hui, » continua-t-elle, « j'annonce ma décision de me défaire complètement de mon héritage. Non pas comme un geste de sacrifice ou de renonciation, mais comme un acte de libération et de transformation. Je ne veux pas simplement distribuer des pièces qui seront dépensées et oubliées. Je veux que ma fortune se transforme en structures permanentes qui bénéficieront non seulement à notre génération, mais aussi à celles qui viendront après nous. » Elle révéla alors ses plans. La construction d'une école moderne, équipée d'une bibliothèque, de laboratoires et d'espaces pour les arts, où enfants et adultes pourraient élargir leurs horizons grâce à la connaissance. Un hôpital bien équipé, avec des médecins résidents et des médicaments accessibles à tous, indépendamment de leurs conditions financières.
Un refuge accueillant pour les personnes âgées solitaires et les enfants orphelins. Un lieu où les générations les plus vulnérables pourraient trouver non seulement un toit et de la nourriture, mais aussi dignité et affection. Je ne fais pas cela seul, expliqua Élodie, les larmes d'émotion aux yeux. J'ai besoin de la sagesse, des compétences et du cœur de chacun d'entre vous. Ce n'est pas mon héritage qui est distribué, c'est notre communauté qui construit son propre avenir. Les paroles d'Élodie provoquèrent une réaction inattendue. Des gens se levaient, offrant leur talent et leur temps. Le médecin retraité qui vivait reclus s'offrit pour former les jeunes intéressés par la médecine. L'enseignante qui avait étudié à la capitale proposa de concevoir un programme innovant pour la nouvelle école. Les artisans promirent de décorer les nouveaux bâtiments avec leur travail. Les agriculteurs s'engagèrent à fournir des aliments frais pour le refuge. Ce qui avait commencé comme une annonce se transforma en une planification collective, une tempête d'idées où chaque personne se sentait valorisée et nécessaire. Élodie observait, émerveillée, comment sa décision individuelle catalysait une énergie communautaire qui transcendait de loin la valeur monétaire de son héritage. Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de nuances d'orange et de rose, la célébration atteignit son apogée. La musique jouait, les gens dansaient, les enfants couraient entre les tables avec les visages peints et de larges sourires. Élodie dansa elle aussi, oubliant un instant son âge avancé, se sentant légère comme une fillette. Dans ses yeux brillait une joie que beaucoup n'avaient jamais vue auparavant. Dans les mois qui suivirent, le village se transforma en un immense chantier de construction. La terre fut préparée, les fondations creusées, les murs érigés vers le ciel. Chaque brique posée, chaque planche clouée, chaque tuile installée représentait non seulement la construction de bâtiments, mais aussi l'édification d'un nouvel esprit communautaire. Élodie était présente à chaque étape, non, pas comme propriétaire ou superviseur, mais comme une parmi tant d'autres, contribuant avec ce qu'elle pouvait. Parfois, c'était sa connaissance des plantes médicinales qui aidait à planifier le jardin thérapeutique de l'hôpital. D'autres fois, c'étaient ses vieilles histoires qui fascinaient les enfants pendant les pauses du travail. À chaque geste, à chaque mot, elle démontrait que la véritable donation n'était pas dans l'argent auquel elle renonçait, mais dans le don de soi à la communauté, grâce à la confirmation de la vision du sage, en jetant tout son héritage dans l'abîme. Métaphorique de son ancienne vie d'attachement, Élodie devint une veuve encore plus riche, emplie d'amour et de gratitude. L'abîme, qui représentait autrefois sa peur et son attachement, était maintenant luxuriant, rempli de fleurs et de rires, car les vies qu'elle avait touchées fleurissaient dans la gratitude et l'amour. Ainsi, Élodie ne se libéra pas seulement de la prison imposée par la fortune, mais transforma aussi son village en un espace de lumière, de joie et d'espoir. 1 an après la célébration sur la place, les 3 projets étaient achevés. L'école, avec ses grandes fenêtres encadrant les montagnes, accueillait déjà des élèves de tous âges. L'hôpital, équipé de technologies modernes tout en maintenant la sagesse de la médecine traditionnelle, sauvait des vies et soulageait les souffrances. Le refuge, accueillant comme un véritable foyer, résonnait des rires des enfants et des histoires des personnes âgées. Ce matin spécial, Élodie marcha lentement jusqu'au point le plus élevé de la montagne. Un lieu d'où elle pouvait contempler tout le village. L'air était pur et frais, chargé du parfum des fleurs sauvages qui couvraient les champs. En bas, la communauté pulsait avec une vie renouvelée. C'est alors qu'elle se souvint de l'abîme de son rêve. Elle comprit que ce vide effrayant représentait non seulement ses peurs, mais aussi les possibilités infinies qui surgissent lorsque nous nous libérons de l'attachement. L'abîme qu'elle avait redouté était, en réalité, un espace de création, un vide fertile où de nouvelles réalités pouvaient être semées. Et le miracle que le sage avait promis s'était concrétisé, non seulement dans les bâtiments, qui servèrent désormais la communauté, non seulement dans les vies sauvées ou dans les esprits éclairés par la connaissance, le véritable miracle résidait dans la transformation intérieure qu'Élodie avait vécue. En renonçant à tout ce qu'elle croyait posséder, elle découvrit une richesse incommensurable, la richesse d'appartenir véritablement, d'être une partie intégrante de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Assise sur une pierre lisse, réchauffée par le soleil du matin, Élodie ferma les yeux. Elle sentit le vent caresser son visage ridé, comme si c'était la main gentille du vieux sage.
Elle sourit, comprenant qu'elle avait atteint une sagesse que peu atteignent en une vie entière. La compréhension que nous sommes plus riches par ce que nous donnons que par ce que nous gardons. Que notre véritable héritage ne réside pas dans les biens matériels, mais dans le legs d'amour que nous laissons dans le cœur des autres. L'histoire de Madame Élodie devint une parabole remplie de sagesse à être racontée et racontée par des générations. La vérité extraordinaire sur le véritable sens de la richesse fut transmise. La véritable richesse ne réside pas dans les possessions, mais dans la capacité à transformer des vies par l'amour, la compassion et la générosité. La vieille dame qui avait jeté toute sa fortune dans l'abîme finit par découvrir la liberté et le bonheur qu'elle cherchait tant, et ce fait est, sans aucun doute, un miracle de la vie qui a renouvelé l'esprit de tout le village. Les nuits d'hiver, lorsque les familles se réunissaient autour des cheminées crépitantes, l'histoire de Madame Élodie était racontée avec révérence. Les plus âgés, qui avaient été témoins des événements, ajoutaient des détails personnels, comme l'éclat particulier dans les yeux de la vieille dame lorsqu'elle annonçait sa décision, la sérénité sur son visage alors qu'elle observait les constructions prendre forme, la simplicité avec laquelle elle vivait ces dernières années, sans aucun signe de regret. Les enfants écoutaient, fascinés, absorbant non seulement les faits, mais aussi les valeurs implicites dans le récit. Ils apprenaient que la véritable abondance ne réside pas dans les biens matériels, mais dans le partage, que la véritable sécurité ne provient pas de coffres verrouillés, mais de communautés unies, que le véritable bonheur ne réside pas dans posséder plus, mais dans être plus. Avec le passage des années, la légende grandit, comme grandissent les histoires vraiment importantes. Les voyageurs qui passaient par le village entendèrent parler de la vieille dame qui avait transformé non seulement sa propre vie, mais toute une communauté, en comprenant le paradoxe fondamental qu'il faut perdre pour gagner, vider pour être rempli, donner pour recevoir. L'école, l'hôpital et le refuge prospérèrent, s'étendant au-delà de leurs structures physiques initiales. De la petite école naquit une université rurale, où les savoirs traditionnels et les connaissances modernes étaient également valorisés. L'hôpital devint un centre de référence en médecine intégrative, attirant des professionnels de santé intéressés par une approche holistique des soins. Le refuge évolua en un complexe communautaire multigénérationnel, où la sagesse des aînés et l'énergie des enfants créaient un équilibre parfait. Le plus impressionnant, cependant, était l'esprit qui imprégnait le village, un sens du but partagé, une compréhension instinctive que le bien-être de chacun était intrinsèquement lié au bien-être de tous. C'était le véritable héritage d'Élodie, plus durable que toute construction en pierre et en mortier. Dans une société de plus en plus obsédée par l'accumulation et le statut, le village devenait un phare de possibilités alternatives, un rappel vivant qu'il existe d'autres façons de mesurer la valeur et le succès. Les personnes désenchantées par la course incessante à obtenir plus d'argent, plus de possessions, plus de pouvoir, trouvaient dans l'histoire d'Élodie une invitation à repenser leurs propres choix et priorités. Des chercheurs de différents domaines, économie, sociologie, psychologie, visitaient le village tentant de comprendre le phénomène. Comment une communauté pouvait-elle prospérer avec une telle vitalité et coopération dans un monde marqué par la compétition et l'individualisme? Comment le geste radical d'une seule personne pouvait-il catalyser une transformation si profonde et durable? Les réponses ne pouvaient être capturées dans des graphiques ou des statistiques. Elles étaient dans l'éclat des yeux des enfants, qui grandissaient sans connaître la rareté, non seulement matérielle, mais aussi d'affection et d'opportunité. Elles étaient dans la dignité des aînés, qui contribuaient avec leur expérience et leur sagesse jusqu'à leurs derniers jours. Elles étaient dans la posture des adultes qui avaient vécu cela.